Madame, Monsieur, merci de suivre votre magazine Kiosque de ce jeudi 9 mars 2023, au lendemain de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. Nous allons revenir dans ce magazine sur la rencontre hier entre le chef de l'État et plus de 5000 femmes congolaises. C'était au Palais du Peuple. Il y a eu l'allocution du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a exprimé son souhait de voir les femmes congolaises vivre dans un monde à l'abri de toute violence sexuelle. Il y a aussi des femmes qui ont pris la parole, telles que les femmes politiques qui plaident pour la représentation des femmes dans toutes les instances de prise de décision. Il y a des femmes rurales qui plaident pour leur sécurisation. On a également suivi une femme qui a parlé en Swahili, qui a présenté la situation des femmes dans les zones à conflit, et aussi d'autres femmes. Et sur le plan économique, nous avons suivi hier en direct sur la chaîne nationale comment est-ce que les femmes ont scandé des chansons sur l'augmentation du dollar et dollar équita. Nous allons analyser toutes ces allocutions des femmes avec nos invités sur ce plateau de kiosque. Entre-temps, alors que la date pour le cessez-le-feu est dépassé, le M23 continue à progresser. Les femmes du Nord Kivu ont manifesté hier contre la présence de la force régionale de l'EAC. Le porte-parole de la province du Nord Kivu a, quant à lui, appelé à ne pas s'attaquer aux différents contingents déployés dans le cadre de la force régionale. Analyse et commentaires, c'est donc kiosque. Tout d'abord, les titres de quelques journaux que nous avons reçus dans ce plateau de kiosque. L'agence congolaise de presse a titré « La journée de la femme, engagement à défendre les droits des Congolaises ». C'est les titres de l'ACP. Puis la prospérité présente une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU qui est annoncée chez Félix Antoine Tshisekedi. L'avenir, 8 mars, Félix Tshisekedi à l'écoute de plus de 5000 femmes. C'est les titres de l'avenir. Et la tempête des tropiques, écrit Fachi pour une société paritaire égalitaire contre les discriminations basées sur le genre. Un autre journal, c'est c'est le journal Le Potentiel qui écrit que le président de la République a, dans son message au Palais du Peuple, réitéré sa détermination à défendre les droits de femmes et à changer la tradition des stéréotypes qui réduisent les femmes aux activités ménagères. Voilà, ce sont les titres de journaux que nous avons reçus ce matin. Nous avons deux invités. Le premier est déjà là, Serge Tseka. Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à Doudou Montiri et à l'équipe, bonjour à ceux qui vont nous suivre. Heureux d'être là ce matin. Ok, Serge, alors nous allons commencer par la rencontre hier, le dialogue que le chef de l'État a eu hier avec les femmes, où vous avez un sujet particulier. Je voudrais commencer cette émission sur une note vraiment triste parce que ce matin, les gens qui sont du côté de Tinsuka, de Brekin, ont constaté les corps d'un présumé Koulouna brûlé. C'est-à-dire, ce n'est pas de la fiction, que c'est un Koulouna qui est dans le corps. Et jusqu'à ce matin, donc 6 heures, était encore en train de brûler. Et on nous signale du côté des Mboudi Mideda l'agression des paisibles citoyens, attaqués à la machette, sérieusement blessés en ce moment, c'est entre la vie et la mort. Nous en sommes à nous poser la question, au-delà de tous les discours, au-delà de toutes les assurances qu'on nous accorde, si nous vivons vraiment chez nous. Quand la population commence à se faire justice, à être juge, on voit la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est la population qui a brûlé. Au-delà de l'apparat, au-delà de tout ce que nous voyons, on a des policiers qui protègent des VIP, des cortèges, tout, mais qui protège la population? C'est comme si on vivait dans
dans un état, dans des zones de non-droit, où la police qui peut se trouver à quelques mètres, mais n'a pas le moyen d'intervenir. Moi, j'aimerais bien écouter le ministre de l'Intérieur national. J'aimerais bien écouter le ministre provincial de l'Intérieur. Je voudrais bien écouter le gouverneur de la ville de Kinshasa, qui est en train de casser. Mais les gens meurent ici, des paisibles citoyens meurent sans avoir à commettre de bévues, des infractions. C'est inacceptable. C'est-à-dire que ce que je dis là, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa. Je ne cite pas ce qui se passe dans des quartiers tels que Makala, Ngaba, à l'intérieur là-bas, Kitokimosi, vers l'est de Kinshasa, Kinko, Lempasa à l'intérieur. Ce sont vraiment des zones de non-droit. Et dans la plupart des cas, ces jeunes gens sont des jeunes identifiés, qui appartiennent à des familles qui habitent le quartier et dont les parents ne sont pas morts, ils sont là. Vraiment, je dirais, un festival des irresponsabilités, tant de la part de l'État, de la part de la société et même de nos familles. Ça doit cesser parce que si vous devez vous lever pour vaquer à vos occupations et rencontrer des embuscades comme ça, nous disons, on n'est pas sécurisé. Qu'est-ce qui va arriver? Un peu à l'image de ce qu'on vient de voir ici, les gens vont commencer à s'armer pour répondre à la violence et l'État ne viendra, comme d'habitude, comme les ambulances, comme les pompiers, à la fin pour essayer de rétablir. Mais quel ordre? Parce que l'ordre a déjà été bafoué dans le mental des gens, dans le cœur des gens. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas la paix. La police ne sécurise pas. Ne sécurise pas on ne fait pas assez parce qu'aujourd'hui, il y a mort d'hommes. Aujourd'hui, il y a des innocents qui ont été attaqués, qui sont entre la vie et la mort. Ce matin. Ce matin, à ce moment-là, j'ai des preuves, j'ai des photos ici. Et d'ici, moi, je vais voir le commissaire de la ville pour lui en parler de vive voix. Ce n'est pas possible si nous, on n'en parle pas. Donc, nous serons complices de la déconfiture de notre société. Alors, quand vous parlez de familles identifiées, des Koulouna qui sont identifiés, beaucoup s'interrogent aussi lorsque, par exemple, les autorités de la police disent qu'il faut dénoncer ces enfants. Mais par exemple, sur la place Victoire, on voit ces Koulouna exercent au vu au su des autorités de la police, des éléments de la police, même de la maison communale. Et ils sont incapables de les arrêter. On demande si vous voyez un Koulouna dénoncer. Il y a deux niveaux de responsabilité, madame. La police, ça, qu'on le dise, peut arriver à arrêter quelqu'un, de déférer devant un juge, mais le juge va attendre qu'on lui apporte de preuves. Ce que nous sommes en train de dire, ce que nous détenons ici. Et souvent, les parents de ces Koulouna vont vers le juge pour trouver des arrangements, surtout quand on les envoie à Makala. Et ça sera, non, il a été sans jugement, et c'est un innocent, et ainsi il rentre beaucoup plus fort. J'avais reçu à l'époque l'ancien bourgmestre de Kalamou, Kazadi, Kadima, pardon, Jean-Claude Kadima, que je salue en passant. Il dit, ils attrapent les Koulouna à Victoire, justement à Victoire. On les défère, on les transfère à la police les fait déférer devant un juge. Et 2 semaines après, les Koulouna ont été envoyés à Makala. 2 semaines après, le Koulouna vient saluer le commandant qui attendait son taxi sur Victoire, en tenue civile. Imaginez-vous les degrés d'insécurité. Ce qui fait que peut-être, ce qui expliquerait que la police ne veut pas s'engager. Et le peuple citoyen, et le pauvre citoyen, est abandonné à son propre sort. Donc on fait comme... on prête le mot de musée, organisez-vous. Organisez-vous, c'est-à-dire quoi? On vous attrape, on exécute. Est-ce que c'est cela quand la population... Mais la justice populaire aussi, c'est... Non, je ne suis pas pour ça, mais je me dis, parce que ça, c'est déjà une réalité. Ça, ce n'est pas les journalistes qui l'a fait. Ce n'est pas le journaliste qui a envoyé. Mais quand on est arrivé, on arrive au point où la population commence à devenir juge, à se faire justice soi-même. Donc, l'État n'existe plus. C'est la décadence, c'est la déconfiture. Ce sont des indicateurs qui montrent la viabilité de l'État. C'est ça. Ce sont des indicateurs. Quand on est capable de sécuriser le citoyen, de maîtriser, parce que c'est des hordes de délinquants, des marmailles de délinquants qui sont là en train d'opérer en toute impunité, parce qu'ils savent que même s'ils allaient à la police,
on va les laisser. Même s'ils allaient au parquet, à la prison, on va les laisser. Ils en ont l'habitude. Donc, même en disant ça, on est en train de prendre des risques parce que ces gens nous regardent, mais on ne peut pas se taire. Nous ne pouvons pas nous taire face à cette barbarie. Et personne, bon, je ne sais pas quoi. Je pense que les autorités de la police et les autorités judiciaires devraient prendre à bras le corps leurs responsabilités. Hier, c'était la fête des mamans, de la femme. La femme, c'est la maman. C'est-à-dire que on fait quoi quand on est incapable d'éduquer ses enfants à la maison, quand on est incapable d'apporter à la situation, à la société des produits susceptibles de réaliser la promesse de notre hymne national, peupler le pays et bâtir un pays plus fort. Donc, c'est ça le drame. C'est ça vraiment. C'est dramatique pour ce matin. Malheureusement, on est obligé de le dire. Il y a même certaines personnes qui appellent au retour de l'opération coup de poing, mais après on verra droit des l'homme. Mais l'opération coup de poing ne concerne pas. C'était quoi avec Kanyama? Oui. L'ICOFI. Voilà. Non. Nous n'appelons pas à la violation, de droits ou de libertés des citoyens. Pourquoi les droits de l'homme ne doivent être que du côté du Koulouna? La personne qui aujourd'hui est entre la vie et la mort, et dont je possède des photos ici, n'a pas droit à être protégée. Les activistes des droits de l'homme, le ministre Pouela, le ministère des droits de l'homme et autres, n'est là que pour protéger les Koulouna. Et quand il s'agit des paisibles citoyens, il ne s'agit pas des droits de l'homme. Non, c'est deux poids, deux mesures, nous ne voulons pas. C'est-à-dire que le citoyen a aussi droit d'être protégé. Les droits de l'homme, c'est aussi ça. Pas seulement pour les criminels, pas seulement des gens qui se rendent coupables de violation de la loi. C'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas ça les droits de l'homme. Merci Scientek. Alors venons-en au dialogue qu'a eu le chef de l'État hier avec plus de 5000 femmes congolaises. Le chef a exprimé donc son souhait de voir la femme congolaise vivre à l'abri de toute violence, mais les femmes aussi ont exprimé leur vœu de devoir représenter dans toutes les instances de prise de décision, des femmes de l'Est également la sécurité. Mais tout d'abord, Scientek, on a vu les femmes crier dollar et kita. Des chants par rapport à la hausse du dollar. C'est une réalité qui a été présentée au chef de l'État. Je voudrais d'abord commencer par louer la disponibilité du chef de l'État. Pour une fois, cette journée n'a pas été folklorique, entre guillemets, comme d'habitude, quoi. Et je pense qu'il y a eu un échange citoyen qui peut faire bouger les lignes. C'est-à-dire la présence, la disponibilité du chef de l'État devant plus de 5000 mamans pour les écouter. Oui, le chef de l'État devait écouter. Écouter, ça ne signifie pas danser des chants. Oui, il y en a eu. Mais la réalité, ramener les chefs à la réalité. Qu'il ignore. Nous avons l'avantage. Il n'ignore pas, il est quinois comme toi et moi. Il y a des conseils. Viens à Bissau l'imiter. Il connaît les réalités des Quinois comme personne d'abord, lui-même individuellement. Le conseiller, mettons les conseillers à part, hein, parce que là aussi, si vous voulez, on va ouvrir la boîte à Pandore. Il y a des choses à redire, des gens qui se transforment en exécutif, en ministre, alors que vous êtes dans un cabinet politique du chef de l'État pour réfléchir, proposer des solutions aux problèmes, éclairer les chefs de l'État sur des matières spécifiques. Mais je pense que les conseillers sont beaucoup plus dans l'opérationnalisation des projets, raison pour laquelle vous attendez, il y a tel conseiller a été impliqué dans l'organisation je dirais, lancement de l'usine, et le conseiller a amené des chaises, tout ce que vous voulez, des podiums. Ce sont des conseillers de la présidence qui, à l'occasion de l'inauguration d'une usine, qui apportent des chandelles, qui apportent des fleurs, qui apportent des chaises. C'est pas ça le travail, je suis désolé, c'est pas ça le travail des conseillers. Le chef de l'État, pour revenir à nos propos, c'est montrer disponible, écouter les mamans. Le plus important, c'était écouter, c'est que toutes les couches
des mamans avaient à dire, des mamans cadres, des mamans fonctionnaires, des mamans maraîchères, des mamans policières et consorts. Tout avait un cahier des charges qu'elles avaient remis au chef de l'État, et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen d'écouter les gens que ça. Donc là même, on n'a même pas besoin de conseiller, peut-être pour éplucher et segmenter le problème, mais le chef a écouté. Le chef a écouté quoi? Une réalité que lui-même connaît. Comme Congolais, comme Pinois, il les connaît. C'est un rappel. Déjà, ouais. Et ce que son cabinet aura à faire, c'est de systématiser, de faire en sorte que, de le rappeler, de le faire mettre comme dans un TDR ou carnet des bords qui permettra au président tout le temps de se rappeler pour les moments, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et je crois que la journée a été vraiment très importante, cette journée, et que ce qui a été fait là sort un peu de l'ordinaire comparativement au défilé, Panne et puis Beuvry, un peu partout, Matongé, Bandal. Malheureusement, ça s'est terminé comme ça. On a vécu des scènes, voilà, et c'est une tradition aussi. Et faudrait-il encore une opération coup de poing pour le 8 mars et le maman ne puisse pas s'enivrer de cette façon-là, je ne sais pas. Donc, c'est aux autorités de voir. Mais vous avez aussi, sans pour autant vous trancher la langue, avez souhaité aussi que ce ne soit pas seulement l'écoute, hein, que le chef aussi présente à cette dame, voilà, depuis que je suis au pouvoir, j'ai fait ça en faveur de femmes. Je pense que, bon, c'est une proposition, mais le chef aussi a la liberté de concevoir une manière de rencontrer. Déjà, le fait d'avoir été là. On parle ici, Gisèle, du chef de l'État. On ne parle pas de bourgmestre de Ngaliema ou de Kitambo. On parle du président de la République, le premier d'entre nous. Il pouvait ne pas être là. Depuis tout le temps, on a toujours vu le ministre du genre qui ont été à la tête de ces manifestations. Mais là, on voit les chefs de l'État qui se déplacent. C'est-à-dire qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas. Le plus important, c'était quoi? Que le chef parle aux mamans parce qu'il a fait, ou de les écouter. Moi, je pense que le plus important était d'écouter. C'était un dialogue. Et de prendre ça. Un échange interactif. De prendre cela. Et si le chef doit s'exprimer, je pense, c'est après. Dire ce que les amis ont pensé, c'est après avoir écouté, analysé, et puis peut-être dire, comparer à ce qui a été fait, ce qu'il pense faire, et ce qu'il fera peut-être si jamais, dans l'avenir, la Providence lui a accordé une autre occasion de continuer à la tête de l'État. Mais je voulais revenir sur l'aspect économique. Oui. Aujourd'hui, le dollar est en train de franchir le cap de 23. C'est-à-dire que les tissus économiques de la RDC est un peu déstabilisé, commence à se trouver, commence à prendre de l'eau. Et je ne sais pas quelle explication. Après les embellis, après le promesse, après le budget de 16 milliards, après le réserve, ce sont des mots que nous avons entendus. Réserve stratégique. D'échanges et tout. On est ramené à la réalité. La réalité, c'est quoi? On n'a pas d'argent. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Pour la plupart, les gens sont en train d'attendre. Les militaires dans le front attendent. Et apparemment, avoir la quantité de billets que détiennent le cambiste, ça nous fait voir qu'on a tourné la planche. On a fabriqué de la monnaie. Et si dans l'hypothèse où cela serait vrai, je me dis, la monnaie qu'on a fabriquée, on a fait tourner la planche, est soutenue par quoi? Par la matière première, l'or, les diamants, surtout l'or, ou par des devises. Est-ce que nous avons suffisamment de devises pour nous permettre cet exercice-là? S'il n'y en a pas, on a ce déséquilibre au niveau macroéconomique, et conséquence, c'est l'inflation. Et ça peut aller juste atteindre des proportions inquiétantes. Et ce qui va faire qu'on aura comme conséquence majeure, cela va éroder le pouvoir d'achat de la population. C'est-à-dire que si vous avez $200, cela va représenter presque rien au finish parce que l'économie ne sera pas tenue. Et à quand le remaniement? Parce que ce n'est pas normal que le ministre des Finances continue à assumer l'intérim de ministre de l'économie parce que contrairement à ce que les gens pensent, c'est ça qui est à la base de cette augmentation. Ce qui fait le pouvoir,
économique d'un pays et financière, ce ne sont pas les impôts, ce n'est pas seulement les taxes, c'est la production. Et la production, c'est le secteur de l'économie. Quand on fait tourner l'économie, on produit, on vend, on achète. La population a la capacité de consommer. C'est à ce moment-là que l'État a l'argent. Ce n'est pas en pensant que le mining vont payer, mais ils payent combien? La part du lion va à l'extérieur, même dans les secteurs miniers. La part du lion, tous les débats qu'on a sur la révisation des contrats miniers et autres, la République démocratique du Congo n'a rien. On était à 1% de redevance et avec la loi sur le mine, on est passé à 3,5%. C'est-à-dire, les restes, c'est pour ceux qui ont mis de l'argent pour exploiter. Les Chinois, les Canadiens, les Américains, et j'en passe. Donc, on ne peut pas penser devenir riche avec une redevance de 3,% et dire qu'on a un budget de 16 milliards pour 100 millions d'habitants. C'est rien. C'est rien. Donc, c'est-à-dire que le secteur de l'économie doit être tenu par quelqu'un de vertébré, quelqu'un qui sera capable d'apporter des innovations. Pas seulement de voir la taxe, la DGI, oui, c'est important. Mais l'autre poumon, c'est la production. Et le poumon le plus important... C'est ça, selon vous, qui va résoudre ce problème de l'augmentation du taux de Mais je pense que partout dans le monde, où il y a la stabilité, même aux États-Unis, quand il n'y a pas consommation, l'économie et les finances soufflent. Même aux États-Unis, ça, ce sont des principes qu'on apprend à l'université, même en France. C'est-à-dire que l'État risque de s'endetter davantage pour maintenir un certain équilibre macroéconomique et pour que l'édifice social ne tombe pas. Et chez nous, je pense qu'il y a quelque chose qui est déréglé maintenant, ce qui fait que déjà l'État ne paye pas et les banques ne veulent plus accorder des crédits à l'État parce qu'ils ont pris des engagements avec des fonctionnaires et là, l'État n'a pas été capable d'honorer ces engagements et l'État doit assumer et les dettes au niveau de banque et les salaires des fonctionnaires. Donc le maman, pour revenir à notre propos, alors on va revenir avec le maman, mais le maman avait raison de rappeler au chef de l'État son devoir de père de la nation, c'est-à-dire que c'était inattendu. Les chefs ne s'attendaient pas à ça. Panier, non, il devait s'y attendre. C'était un agissement ou bien qui est devenu spontanément parce que je ne sais pas que c'était dans le programme. Le chef de l'État, c'est la personne la mieux informée du pays. Ce que nous disons ici, il avait cette information avec nous. Il en a même dans des détails que les femmes allaient scander des chants de la République. Que les femmes scandent les chants comme ça se passe là, nous sommes en démocratie. C'était une manière de faire passer les messages. Il ne faut pas toujours prendre ça comme quelque chose contre les présidents. Non. Pas contre, mais on est en train de dire au président, à notre président, que nous sommes en difficulté. Les dollars augmentent. Conséquence, nous ne savons pas vivre normalement. Ça impacte le prix sur le prix des transports, des denrées alimentaires et tout, la santé et tout le reste. Donc, maintenant encore, ajouter à cela le Koulouna, l'insécurité à l'Est, on est parti pour la Mais gloire. ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine parce que les conséquences de cette augmentation du taux du dollar, c'est les prix qui augmentent et après ceux qui disent que la guerre en Ukraine, c'est partout dans tous les pays. Nous sommes sur le terrain de la politique de l'économie à l'international. L'Ukraine, le pays de l'Est de l'Europe, sont de greniers dans ce sens qu'ils produisent des céréales et qui alimentent les céréales, le gaz, ce qui alimente surtout la partie ouest de l'Europe et aussi une partie de ces céréales sont vendues en Afrique. Mais moi, je ne vois pas le rapport qui est directement entre la guerre en Ukraine avec notre crise à nous. Parce que nous avons la possibilité de vivre. Quand le manioc, le maïs vient de l'Équateur, où se trouvent les bandundu d'un peu partout, les maras qui viennent de Bukavu, où se trouve l'Ukraine dans tout cela? C'est-à-dire que nous avons la possibilité dans ces pays de vivre sans l'Ukraine, pardon. Mais seulement, comme je l'ai dit, comme pour nous le plus important, on a besoin de l'argent frais ici et maintenant, de l'argent liquide, on oublie que c'est la production qui fait la richesse. Pas l'imposition. Pas l'imposition, parce que plus vous serrez, les gens seront obligés de fermer.
leur boutique, de déclarer faillite, et vous allez imposer qui? Déjà, nous sommes limités, je le rappelle, par la loi qui donne à l'État des miettes, au lieu que ce soit un peu comme à l'époque de Mobutu, Jekamine qui fournissait 70% du budget, et aujourd'hui on est à 3%. Donc c'est-à-dire que nos richesses ne nous appartiennent pas en propre, nos richesses ne sont pas les nôtres, si on veut le dire, en d'autres termes. Alors, Serge, on sait qu'on reste toujours avec ces dames qui étaient face au chef de l'État hier, toujours dans cette dénonciation de la précarité sociale dans laquelle ces femmes vivent. Alors, est-ce que demain, comme elles l'ont dénoncé, elles l'ont dit directement au chef de l'État, comme tu le disais tantôt, on peut vivre les changements après cette rencontre? Bon, je pense que... il a entendu des vives voix. Il n'y a pas de génération spontanée par rapport à votre question. Madame, là, nous sommes à la fin du mandat, donc nous sommes en train de chuter. Il n'y a plus rien à faire. Non, je ne dis pas ça. J'ai dit les priorités se multiplient. Il y a le besoin des élections qui sont, le chef de l'État lui-même l'a rappelé, conditionné par la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maître Kadima, qui est à la CENI, qui demande l'argent, il n'en reçoit pas assez, et Patrick Mouyaya lui répond que l'État respecte ses engagements, 70 millions chaque mois. Voilà. Pour dire que les priorités se multiplient, et être à la tête du pays, c'est être un magicien qui sache jouer à l'équilibrisme. C'est-à-dire que mettre de l'équilibre un peu partout, ça et là, sur le plan social, que ça ne dégénère pas, sur le plan militaire, que ça ne dégénère pas, sur le plan de santé, parce que rappelons les enseignants de l'université grognent, le médecin grogne, et puis les fonctionnaires bientôt là, qui réclament leurs droits, qui sont en train de réclamer parce que les salaires ne tombent pas, et si ça continue comme ça, ça va même anéantir cette volonté-là, cet élan que nous avons pris. Il faut rappeler quand même qu'il y a un élan. Imaginez que les gens qui travaillent à la DGI, ceux qui mobilisent l'argent pour le pays, connaissent des impayements. Connaissent des impayements. Alors que nous comptons sur ces entrées-là pour gérer l'État, pour maintenir l'État. Alors c'est une contradiction dans les termes, où on comprend, ou on ne comprend pas, où on veut une chose et on ne peut pas le vouloir avec son contraire à la fois. Donc il faudrait vraiment que des gens vertébrés, des gens qui ont la notion de l'État, qui ont la situation de dans leurs priorités, puissent prendre le règne. Et puis je ne sais pas pourquoi les remaniements tardent, parce que le chef de l'État lui-même l'a dit, et le ministre Mouyaya l'a rappelé dans un communiqué de presse. Alors, on attend voir des hommes qui porteront peut-être cette volonté-là, les revendications des mamans, pour les transformer pas en promesse, mais en réalité. Mais on risque pas de vivre le pire, c'est parce que le chef, lors de la dernière conférence de presse, il a dit que plusieurs programmes seront arrêtés et on va focaliser l'attention vers la guerre à l'Est. Oui, le chef l'a exprimé en termes d'inquiétude. Mais ça ne sera pas à son avantage. C'est-à-dire que moi, je ne vois pas cela comme une excuse. Le chef tire la sonnette d'alarme. Dit, si ça continue comme ça, nous allons rater certaines choses. Imaginez que la situation, le cessez-le-feu devait être effectif depuis le mardi midi, mais jusque-là, les M23 continuent les attaques et avanceraient même, selon certaines informations de notre possession. Mais comment on pourra déployer les kits dans des zones occupées encore par les M23? Donc, on va accepter de faire comme il y a quelques années, de faire les élections sans cette partie-là. Et quelle sera la valeur des résultats qui sortiront des urnes quand on sait que les élections n'auront pas été organisées sur toute l'étendue du pays? C'est ça le problème. Donc, d'où la nécessité aujourd'hui de terminer cette guerre-là. Le président français est venu avec beaucoup d'assurance, et moi, j'ai aimé le scepticisme du chef de l'État qui a dit, bon, attendons voir, j'aimerais voir le mardi que ça se termine, parce que ça fait plus de 20 ans qu'on signe des papiers.
Plus de 20 ans qu'il y a des cessez-le-feu. Plus de 20 ans qu'on prend des engagements avec des groupes armés qui changent de nom, qui changent de coloration, mais avec la même idéologie, avec le même objectif, déstabiliser la RDC. Occuper la RDC, piller les richesses de la RDC. Au-delà des déclarations. Puis ça et là, qu'est-ce qui s'est fait en réalité? Pas grand-chose. Donc, on est obligé aujourd'hui, surtout avec la loi de programmation militaire, de mettre beaucoup d'argent dans la guerre, et si on n'en a pas assez, donc certains secteurs pourront souffrir, sans compter aussi... Donc vous êtes d'accord qu'on arrête tout et qu'on se focalise sur les... Je suis en train d'analyser. Si vous me demandez mon point de vue, je vais vous le donner, mais je préfère... Oui, analyse et point de vue, bien sûr. Je préfère analyser. Moi, je suis journaliste et je ne suis pas politicien, je ne suis pas membre d'un parti politique, dont le travail des journalistes, c'est d'éclairer. Je suis en train d'éclairer en disant que c'est difficile aujourd'hui d'atteindre un certain équilibre et surtout que les entrées font défaut. On n'a pas d'argent. On a donné l'impression à un certain moment d'être un État prospère avec un train de vie des officiels fantastique, des voyages, ce qui coûte énormément à la République, et concilier tous les besoins de l'État devient impossible. Je ne dis pas que c'est là du fait des voyages, mais les trains de l'État coûtent cher. Autant que la guerre, autant que les salaires des fonctionnaires et autres. Mais pourquoi certains devront... Je vous donne un exemple. Vous voyez, par exemple, la province de Kinshasa. Plus de 60% du budget de la province est destiné au traitement des députés, et ministres et autres. 60% du budget. Et quand est-ce qu'on va terminer Elengesa? Quand est-ce qu'on va terminer Kinbopeto? Quand est-ce qu'on va enlever les grabats? Quand on casse, on n'a même pas le moyen d'enlever la saleté, parce qu'il n'y a pas de moyen. Qu'on se le dise, quand on dit qu'on n'a pas le moyen, les gens pensent que nous sommes en train de tirer sur l'ambulance. Non, nous disons la réalité qu'aujourd'hui, pour faire l'assainissement dans une ville comme Kinshasa, pour faire la guerre, pour enseigner, pour payer, je mélange un peu le tout, le fonctionnaire, il faut de l'argent. Cet argent, il faut le trouver partout. On ne va pas aller chez les Français pour demander de l'aide structurelle. Non, surtout pas là-bas, parce que la France vous a de nous prendre en charge. C'est un exemple. Allez demander de l'argent. Après, quand on va vous dire, c'est pas ce président, c'est lui-là, on va crier non. Si nous voulons une autonomisation, si nous voulons une indépendance, nous devons être capables d'être disciplinés d'abord et de trouver les moyens qu'il faut pour aller de l'avant. Voilà, les cessez-le-feu, vous le disiez tantôt, les cessez-le-feu n'a pas été respecté par les rebelles du 23 qui continuent à progresser. C'est d'ailleurs la situation de ce matin. Alors, c'était prévisible, certes, d'autant plus que même le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, il avait exprimé lors de la conférence de presse, la dernière conférence de presse avec le président français, qu'il était dubitatif sur la volonté du Rwanda. Comme déjà lui, le numéro 1, il savait que c'était rien. Ce qui est extraordinaire dans cette conférence de presse, on était pratiquement comme si on n'était pas dans un cadre officiel, où les vérités se sont dites de part et d'autre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dit « Je suis dubitatif », c'est-à-dire je suis en train de douter. Je suis en train de douter que, je le dis avec mes mots, que le mardi, c'est le feu, sera observé. Combien de fois, nous journalistes, n'avions-nous pas tiré sur Tshisekedi en disant qu'il était incapable d'obtenir quelque chose ça et là? Les Nations Unies, à travers Guterres, ont condamné les États-Unis. Même si la France souffre de parler des sanctions, de citer le Rwanda, mais ils ont condamné à demi-mot. Et Macron est allé plus loin en nous disant, le mardi, il y a un chronogramme, issu des accords de Luanda et de Nairobi, que nous devons respecter. C'est le fait, sinon. Mais on entend des sinon. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement Tshisekedi, mais c'est aussi Macron. Est-ce que Macron, bon, je sais que ça ne va pas très, très fort chez lui en France, et la loi sur la retraite qui le dérange, un peu la politique intérieure qui le dérange. On l'attendait là-bas, il s'est donné un peu du beau moment ici, chez nous, mais on l'attendait là-bas, ça va très fort, mais il a la responsabilité aujourd'hui de réaliser ce qu'il a dit. À la fin pour dire que cette guerre ne finira qu'avec la volonté des moyens des Congolais.
Donc tout le monde peut venir promettre monts et merveilles. La France n'enverra pas ses enfants ici pour mourir encore une fois pour le Congo. Non. La France comprend qu'elle est en train de perdre pied. Même si elle dit, la France, à travers son président, que la France-Afrique est morte, mais l'influence française en Afrique est restée là. Regarde le nombre de présidents vieillissants qui ont des mandats kilométriques. C'est grâce à qui? La France, Foccart est mort il y a longtemps. La France-Afrique n'existait pas. Mais pourquoi on a chassé Kabila ici, on a limité les mandats à 2, et qu'ailleurs, les gens n'ont même pas de mandat. Ça dit que c'est ad vitam aeternam. On peut aller jusqu'à ce que la vie vous soit ôtée. Et ça, c'est l'influence française. Ça c'est la réalité. Ce n'est pas la France-Afrique, mais c'est la réalité que la France a une sensation. Comme cette influence-là commence un peu à souffrir en Afrique de l'Ouest, la France est arrivée ici avec 50 opérateurs économiques pour voir comment reprendre des pieds au Congo. C'est à nous de, alors, quand on a exprimé de savoir le doute, poser des conditions. Quand on exprime le doute, il fallait aussi une autre alternative. Parce qu'on sait que ça ne marchera pas, il n'y aura pas cessé de feu. Mais qu'est-ce qu'on devait proposer à la place? Mais nous faisons partie des communautés des États de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique australe. Et nous sommes membres de l'Union africaine. Partout où nous passons, c'est le même discours, madame. Que la RDC est agressée, le Rwanda doit arrêter son appui au M23. Et qu'il y a des injonctions et tout. Je pense qu'avec les entretiens que le président français a eu avec le président Lorenzo, il y aura quelque chose. Mais rien ne se fait malheureusement. Est-ce que devons-nous compter sur l'Angola, avec sa puissance militaire? Devons-nous compter sur la communauté d'Afrique australe, SADC? Parce que l'EAC déjà c'est mort, on comprend à quoi déjà leur jeu, à quoi ils jouent. À la fin, ce sont les Congolais qui doivent se faire respecter, les Congolais qui doivent se battre pour aller. Et pourquoi? Pour y arriver, il faut savoir gérer le peu de ressources que nous avons, orienter l'essentiel vers ce qu'il faut, et aussi faire en sorte que tout le monde vive, pas seulement une frange, parce que la politique prend toujours les dessus. Quand on commence à faire les chantages, on est capable d'organiser des sessions spéciales, engraisser les députés, pour faire en sorte que sur le plan politique ça aille, mais sur le plan social ce n'est pas toujours le cas. Et quand la rue reprend ces cas, un peu comme les gens commencent à tuer les Koulouna ici, et ça sera parti pour la gloire, je le dis pour la deuxième fois. C'est compliqué. Alors que la situation demeure avec cette progression du 1-23, il y a les femmes du Nord Kivu qui ont manifesté, marché hier contre cette force régionale. Et le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu, lui, appelle à ne pas s'attaquer aux contingents déployés dans le cadre de la force régionale. Quelle analyse vous faites de cela? Pourquoi on doit toujours attendre que ça dégénère pour qu'on agisse? Pourquoi en amont on n'écoute pas la population? Quand on formalisait les accords avec cette communauté, tout le monde à l'interne ici disait que c'est une mauvaise opération. On nous a sorti des arguments selon lesquels c'est une zone économique importante parce que ça va nous faciliter. Mais nous sommes dans une situation de guerre. La partie orientale est occupée depuis longtemps par le Rwandais et leurs supplétifs. Et nous voulons commercer avec ces gens-là, mais dans quelles conditions, dans quel environnement? C'est comme si on mettait la charrue avant le bœuf. Et nous ne pouvons pas continuer à croire que l'Ouganda attaquera le Rwanda pour le beau jeu de la République démocratique du Congo. Jamais. Non, impossible. Donc, le maman de Nord Kivu oui. Non fait que répéter ce que la communauté nationale a toujours dit. Apprenons à écouter aussi la population. Parce que si on veut faire un sondage aujourd'hui, prenez votre micro, prenez un échantillon ici de Maluku à Mongafula, chez Didi Doudou Montiri, à Mongafula, vous comprendrez que, en tout cas sur 100%, 99% de personnes diront que ne sont pas d'accord avec l'EAC. Est-ce qu'on écoute la population?
Pourquoi vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre magazine Kiosque Santeka. Alors, au regard de la progression du 1-23, du non-respect du cessez-le-feu, comment entrevoyez-vous l'avenir? En Congolais, un patriote, je pense que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître, hein, comme l'a chanté Arkeli, et les storms is over. Un jour on verra la lumière, un jour on verra le vent, un jour c'est Congo. Parce que on a longtemps cherché à vendre une image réductrice du Congo. C'est-à-dire des gens qui sont dans les femmes, des gens qui sont dans des boissons, des gens qui sont dans des futilités. Le Congo est plus grand que ça. Le Congo ici, c'est le Congo de Mukwege, c'est le Congo de Muyembe, c'est le Congo des profs Malou, des Tchamalengatumba. Nous avons des savants de Oko, nous avons des savants dont nous-mêmes on ne parle pas. Nous avons une richesse humaine incomparable. Mais on a longtemps cherché à nous présenter comme un peuple faible, un peuple idiot. Nous ne sommes pas un peuple idiot. Madame, vous n'êtes pas idiote. Votre réalisateur, Montiré, n'est pas idiot. C'est-à-dire que c'est ce côté-là léger, qui appartient à tout le peuple d'ailleurs, qu'on voudrait mettre en avant. Et c'est ce qui va le surprendre quand il trouve de la résistance. C'est-à-dire Kinshasa, c'est à des milliers de kilomètres de Goma, de Bukavu, mais les gens vibrent avec le même corde, avec le même sentiment, quand ils touchent là-bas, et ça se ressent sur l'ensemble du pays. C'est la magie qui fera que, quel que soit le temps, le Congo gagnera cette guerre. Et entre-temps, nous sommes en train de nous forger une conscience nationale, un patriotisme au-delà des individus. Parce que quand nous disons, c'est pas par rapport au président de la République, c'est pas par rapport au président du Parlement, c'est par rapport au Congo. À la nation. Ce Congo qui va nous survivre, qui restera éternel. Et nous devons apporter notre point, pierre à la construction de ce Congo éternel-là. Donc aujourd'hui, notre défi, c'est de sécuriser, d'apporter la sécurité, et c'est l'affaire de tous les Congolais, pas seulement du président de la République. Merci Santeka. Ce sont vos propos qui vont être fin à ce magazine kiosque de ce 9 mars 2023. Merci à l'équipe technique, Niwa Pezo, Doudou Montiri, Mongafula, ça marche Doudou? Merci à Moro Nzambe et les autres. Madame, Messieurs, nous retrouvons demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.